Merci beaucoup, Anne. Comme Anne vient de le signaler, je suis donc responsable du département clinique au sein du Vaccine Research Institute en France. Je suis médecin immunologiste à l'hôpital Henri Mondor à Créteil et j'ai récemment également pris la charge de la Global HIV Vaccine Enterprise pour l'IAS à Genève. Et donc, j'ai une vision maintenant assez, je dirais, pointue sur ce qu'est la vaccination contre le VIH, qui malheureusement, comme vous le savez, pose encore un certain nombre de problèmes. Alors, mes liens d'intérêt dans les 4 dernières années, je n'ai pas aucun lien d'intérêt avec les laboratoires pharmaceutiques. Par contre, j'ai beaucoup évidemment de liens d'intérêt non financiers en relation avec la vaccination, l'un d'entre eux étant d'être expert auprès de la commission technique de la vaccination présidée par Elisabeth, que vous avez entendu auparavant. Et je suis également responsable de plusieurs work package, donc d'entités au sein de projets européens et travaillant notamment dans le but et de la mise au point de vaccins contre le VIH. Alors, ce qui est important de toujours avoir en tête, et qui est parfois un petit peu complexe pour les gens qui ne travaillent pas dans le domaine de l'immunologie ou de la vaccination, c'est que ce qui va contrôler une infection et ce qui peut être intéressant à induire avec un vaccin, c'est tout d'abord ce dont on a l'habitude de parler, c'est-à-dire les anticorps et notamment les anticorps neutralisants, c'est-à-dire ceux qui vont bloquer l'infection des cellules, mais on verra au cours de cette présentation que ce n'est pas la seule activité des anticorps, et vous verrez pourquoi c'est important d'en parler. Mais il y a également une autre partie de la réponse immunitaire qui peut être intéressante et sur lequel on s'intéresse de plus en plus avec les nouveaux vaccins, qui est l'induction d'une réponse qu'on appelle lymphocytaire T-cellulite. Les lymphocytes T-cellulite, en général, ne préviennent pas l'infection, mais ils ont la capacité de détruire très rapidement les cellules qui sont infectées, notamment par les virus. C'est moins vrai pour les bactéries, mais on parle essentiellement de vaccins contre les virus. Donc, avoir ce type de réponse, être capable d'induire ce type de réponse avec un vaccin est évidemment quelque chose, avec un vaccin contre un virus, est évidemment quelque chose qui peut être très intéressant. Et on va voir les difficultés qu'on a pu rencontrer au cours de l'infection par le VIH pour induire ce type de réponse. Alors, les différents candidats vaccins que l'on a sont ceux qui ont été présentés à la fois par Anne et puis ensuite par Elisabeth. Il y avait des vaccins inactivés dont on a pu montrer très rapidement qu'ils n'étaient pas intéressants dans le cadre d'un vaccin contre le VIH. Il y a les vaccins vivants atténués qui, évidemment, vous posent des problèmes évidents pour un vaccin contre le VIH, parce que si vous n'avez pas complètement atténué ou avec ce type de vaccin, il y a toujours la possibilité de ce qu'on appelle un retour à la virulence, c'est-à-dire que les virus qu'on pensait atténuer ne le sont pas. Donc, dans le cadre d'un vaccin VIH, évidemment, ça pose des problèmes majeurs. Et puis, il y a des vaccins, je dirais un peu plus classiques, mais qui au début de l'infection par le VIH ne l'étaient pas forcément, qui sont les vaccins protéiques. Et puis, des choses que vous commencez à connaître bien, qui sont les vecteurs viraux, que vous connaissez peut-être un peu moins bien, qui sont les vaccins ADN, mais je ne rentrerai pas en détail ici. Et évidemment, les vaccins ARN. Alors, une chose aussi importante pour bien comprendre, parce qu'une des problématiques, évidemment, du virus VIH, comme celui d'ailleurs de la grippe ou du virus du SARS-CoV-2, du virus de la COVID-19, c'est la diversité du virus. Vous savez qu'il y a énormément de souches et que les personnes qui vivent avec le VIH, quand le virus se réplique, hébergent de très nombreuses souches différentes de virus. Et donc, ceci pose par exemple des problèmes très importants et majeurs pour la mise au point de vaccins thérapeutiques contre le VIH. Parce que vous comprenez bien que pour un vaccin thérapeutique contre le VIH, vous devez avoir un vaccin qui va être capable de lutter contre toutes les souches virales, je dirais, quasiment possibles et imaginables. Donc, si vous avez un vaccin qui marche à 50% contre 50% des souches, ça ne marche pas parce que les autres 50% vont répliquer, donc ça ne sert à rien. Par contre, dans le cadre d'un vaccin prophylactique contre le VIH, c'est un petit peu différent.
Non pas que je veux dire qu'il ne faut pas avoir un vaccin qui marcherait à 100%, mais si vous avez un vaccin à 50, qui marche sur 50% des souches, il va pouvoir bloquer 50% des infections. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on s'infecte avec le virus VIH, en fait, on s'infecte uniquement avec un virus, avec une souche virale. Et donc là, c'est une difficulté qui est donc moins importante, ou en tout cas qui fait que même avec un vaccin qui est partiellement efficace, on peut s'attendre à avoir diminué de manière importante le nombre d'infections et d'avoir au final une efficacité non négligeable à l'échelle d'une population. Alors, évidemment, il y a beaucoup de vaccins qui ont été développés, mais je vais essayer de vous parler là essentiellement de ce qui a été fait avec les vaccins qui ont été menés jusqu'à des essais de phase 3, donc des essais d'efficacité où on regarde véritablement si le vaccin va être efficace ou pas. Et là, le nombre d'essais finalement n'est pas aussi important que ça, donc on va pouvoir les passer en revue et je vais essayer de vous expliquer pourquoi on avait utilisé ces stratégies, pourquoi éventuellement elles n'ont pas marché, pourquoi on est passé d'une stratégie à une autre. Alors, euh, Anne vous l'a signalé, en 1986, donc peu de temps après la découverte du virus VIH, peu de temps après malheureusement le début de la pandémie, on met au point le vaccin contre l'hépatite B. Et là, on change et c'est plus les approches empiriques qu'on avait dans le passé, c'est des nouvelles approches où on se dit ce qui protège contre de l'infection par le virus de l'hépatite B, eh ben, c'est les anticorps qui sont dirigés contre les protéines d'enveloppe. Donc, on va utiliser que les protéines d'enveloppe du virus de l'hépatite B pour avoir un vaccin, et ça a très bien fonctionné. Et donc, on a fait exactement la même chose initialement pour un vaccin contre le virus de VIH, et on a pris les protéines d'enveloppe, des protéines d'enveloppe du virus VIH, et on a essayé de vacciner avec ces protéines d'enveloppe. Et ça a donné naissance à deux grands essais qui sont là, l'essai VAC03, VAC04. On ne va pas entrer en détail sur les candidats vaccins, mais c'était des protéines d'enveloppe qui venaient de différentes souches euh, du, du virus et on a vacciné les gens avec les souches qui circulaient dans les différents pays, en Thaïlande ou notamment aux États-Unis, et en ciblant d'un côté plutôt des populations au risque sexuel, de l'autre côté plutôt des usagers de drogues intraveineuses. Malheureusement, cette stratégie a été un échec. Vous voyez ici ce qu'on appelle les courbes de Kaplan-Meier, c'est-à-dire l'évolution du nombre d'infections à la fois dans le groupe placebo et dans le groupe qui avait reçu le vaccin. Et vous voyez très bien que les courbes sont complètement superposables, donc il n'y avait pas d'efficacité. Alors, le nom du vaccin, c'était la protéinette VAX, que je vous ai marqué au-dessus. Et ce qui était intéressant, parce que des choses un petit peu notables, c'est que au départ, on s'attendait à voir ce qu'on appelle des anticorps neutralisants, c'est-à-dire quelque chose qui allait bloquer euh, l'entrée du virus à l'intérieur des cellules. Et alors qu'on avait vu ça dans les premiers essais, et notamment dans les essais chez l'animal, les premiers essais chez l'homme, là, on n'a pas du tout vu ça. Donc, la stratégie est pas efficace, mais elle n'est pas efficace aussi parce qu'elle n'était pas suffisamment immunogénique. Et ça, on y reviendra parce que ces notions de vaccin pas efficace, il faut être sûr à chaque fois que s'il n'est pas efficace, on avait bien la réponse immunologique attendue, sinon on ne peut pas véritablement conclure. Il y a eu beaucoup de discussions à la suite des échecs de ces premiers vaccins. Et euh, en fait, le point, l'état de la science à la fin de ces premiers vaccins, on va dire au début des années 2000, était qu'on n'arriverait jamais à avoir des anticorps neutralisants large spectre, c'est-à-dire des anticorps neutralisants qui sont capables de neutraliser un très grand nombre de souches virales du VIH, et que donc induire ce type d'anticorps, bah, finalement, c'était pas très intéressant, enfin, qu'on n'y allait pas y arriver. Et donc, on s'est dit, on va induire l'autre partie de la réponse immunitaire, qui est la réponse CD8. Et pourquoi on avait ça? Alors, il faut comprendre aussi qu'on a une époque là où on commence à mettre en place ces vaccins, au moment où les trithérapies n'étaient pas encore en place. On n'avait pas tout l'arsenal thérapeutique qu'on a fort heureusement maintenant.
on était assez démunis et malheureusement, la maladie évoluait chez la plupart des personnes qui vivaient avec le VIH vers un sida. Et donc, on s'est dit, on va induire ces réponses TCD8 qui vont peut-être pas protéger de l'infection, mais qui vont avoir deux impacts. Un impact individuel et un impact collectif. Alors, on savait que ces réponses TCD8 dans les modèles animaux et chez l'homme étaient très importants pour contrôler la charge virale. Et on s'est dit, eh ben, les vaccins qui vont induire une réponse TCD8, ben, les gens vont quand même s'infecter, mais la réplication du virus chez eux va être beaucoup plus faible que chez quelqu'un qui n'aurait pas reçu ce vaccin. Donc, ils vont mettre beaucoup plus de temps pour évoluer vers une phase SIDA et entre-temps, on aura le temps de trouver des médicaments. Et puis, on commençait déjà à réfléchir, on avait déjà des petites notions sur la notion de U égale U, et notamment dans les couples sérodiscordants. On savait que quand le partenaire, qui était celui qui vivait avec le VIH, avait une charge virale qui était basse, eh ben, il ne transmettait pas à celui qui ne vivait pas avec le virus. Donc, c'est pour ça qu'on a poussé en avant ces stratégies qui visaient à induire des réponses TCD8. Alors, pour induire des réponses TCD8, c'est pas aussi simple. C'est-à-dire que toutes les candidats vaccins que je vous ai montrés tout à l'heure n'induisent pas des réponses TCD8. Il faut une particularité, il faut que les protéines soient exprimées à l'intérieur des cellules qui sont des cellules importantes pour la réponse immunitaire, qui sont les cellules dendritiques. C'est assez complexe, on ne va pas rentrer dans tous les mécanismes, mais en gros, à l'époque, on savait que le seul type de vaccin qui pouvait faire ça, c'était les vaccins vivants atténués. Et les vaccins vivants atténués, comme je vous l'ai dit, on ne pouvait pas les utiliser. Donc, on a développé d'autres stratégies, et parmi les différentes stratégies qu'on a développées, il y en a une que vous connaissez maintenant bien, qui sont les vecteurs viraux. Donc, on a essayé de faire des études avec ces vecteurs viraux qui étaient censés induire des réponses TCD8, et on a utilisé à l'époque des adénovirus qui étaient des adénovirus 5 et qu'on a utilisé dans deux essais qui s'appellent STEP et Pambili. Je ne vais pas revenir ici sur la structuration exacte des candidats vaccins. C'était des sujets à risque sexuel. Et il y en a un qui était mené plutôt aux États-Unis et l'autre en Afrique du Sud. Malheureusement, ces deux essais se sont avérés être également des échecs. L'essai STEP qui a été mené au bout et l'essai Pambili qui a été arrêté au moment où on a eu les premiers résultats de l'essai STEP parce qu'il était fait un petit peu en décalé. Et malheureusement, on a même vu un nombre d'infections plus importantes dans le groupe vaccinal que dans le groupe placebo, ce qui évidemment n'était pas une bonne nouvelle. L'autre mauvaise nouvelle, c'était qu'en plus, l'échec n'était pas associé à un manque d'immunogénicité. Là, très clairement, on avait les réponses TCD8, et malgré le fait qu'on ait des réponses TCD8, eh ben, elles n'étaient pas protectrices. Et puis est arrivé les résultats entre-temps, alors qu'on pensait que là, tout était fini, est arrivé entre-temps les résultats d'un essai qu'on appelait l'essai Hervé 144 taille, qui est le seul à avoir montré une efficacité. Alors, dans cet essai, on utilisait une stratégie un petit peu complexe qu'on appelle une stratégie de prime boost hétérologue, dont vous avez entendu parler là aussi dans la Covid-19 et qu'on avait recommandé notamment à l'HAS et qui est aussi d'ailleurs quelque part celle des vaccins qu'on utilise pour le pneumocoque. Ça veut dire qu'on va utiliser deux vaccins différents pour induire une réponse immunitaire. Et dans l'essai taille, on a utilisé un vecteur viral, comme dans l'essai STEP, et puis on a utilisé la même protéine qu'on avait dans les premiers essais que je vous ai montrés, l'essai VAC03 et VAC04. Vous voyez, on faisait un assez grand nombre d'injections. Et pour des raisons immunologiques un peu complexes, on sait que ces stratégies de prime boost hétérologue, en tout cas dans les modèles animaux, induisent des réponses immunitaires qui sont beaucoup plus importantes. Et là, on s'attendait à avoir à la fois une réponse CD8 et une réponse anticorps. Cet essai a été mené en Thaïlande. Il y avait beaucoup de gens qui ont été inclus dans cet essai, 16 000 volontaires. Et au final, eh ben, on a eu une réponse qui était
positive. C'est le seul essai qui a montré à ce jour une réponse efficace et qui a montré, 3 ans et demi après la vaccination, une protection qui était 31% chez les gens qui avaient reçu le vaccin par rapport à ceux qui avaient reçu le placebo. Alors, point important là aussi, faut toujours regarder un petit peu à distance d'une vaccination, la persistance de la réponse, parce que vous voyez, si on s'était mis à 1 an après le début de la vaccination, là, on avait une efficacité qui était de 50%, et ce vaccin partait quasiment sur un développement industriel pour être largement distribué dans le monde. Donc, on a quand même bien fait d'attendre un petit peu. Alors, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites après cet essai pour essayer de comprendre pourquoi ça marchait. Parce que, vous savez, on dit souvent, et c'était Mark Twain qui disait ça, ce mot que j'adore, il y a plusieurs types de mensonges. Il y a les mensonges, les gros mensonges et les statistiques. Donc, on peut toujours faire dire ce que l'on veut aux statistiques, et c'est pas parce que dans un essai, on va montrer une supériorité que c'est vrai. Peut-être que si on fait le suivant, ce ne sera pas aussi efficace. Donc, les chercheurs ont fait en sorte d'aller regarder exactement si il y avait ce qu'on appelle des corrélats de protection. C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait des résultats immunologiques qui pouvaient expliquer que ce vaccin soit efficace. Et effectivement, il y avait bien ça. Tout un tas de données immunologiques, mais la principale dont je vais vous parler, c'est celle d'induire des anticorps qu'on dit non neutralisants. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quand on regarde ici des anticorps, qui sont euh, ces petites protéines ici en forme de Y, elles peuvent bien protéger de l'infection d'une cellule, donc empêcher le virus de rentrer dans la cellule, mais elle peut avoir d'autres effets. Ces autres effets, c'est une fois qu'elles sont fixées sur le virus, eh ben, elles vont pouvoir fixer d'autres protéines qu'on appelle les protéines du complément et détruire les complexes qui se sont faits entre le virus et les anticorps. Elles peuvent aussi, via une partie de cette protéine qu'on appelle le fragment Fc, se fixer sur des récepteurs, sur des cellules particulières de l'immunité, macrophages, cellules NK, et encore une fois, détruire le virus. Donc, elles ont aussi un rôle important dans la protection contre les maladies virales. Et ce qu'on a montré dans cet essai, c'est que ce qui était associé à la protection, c'était des anticorps non neutralisants qui étaient induits contre une boucle, contre une partie particulière du virus, qui est la boucle V1-V2. Et je vais vous expliquer un petit peu après pourquoi je vous donne ces notions, peut-être d'immunologie un petit peu complexes, parce que c'est une vraie pertinence pour la suite de ma présentation. À la suite de cet essai, il y a eu d'autres essais qui ont été faits pour essayer de reproduire ça. C'est-à-dire, est-ce que véritablement, avec d'autres vaccins, on va pouvoir faire la même chose dans d'autres populations? C'était fait en Thaïlande. Il y avait beaucoup d'hommes, peut-être pas suffisamment de femmes. Est-ce qu'on protège aussi les femmes? Est-ce qu'on va pardon, protéger des populations africaines si on arrive à protéger des populations plutôt d'origine asiatique, des populations caucasiennes, etc. Donc, on a essayé de multiplier un petit peu les essais avec des stratégies un petit peu différentes, et on a fait 4 essais, on a designé 4 essais, Rambo, Imbokodo et Mosaico. Et enfin, un dernier essai pour lequel on n'a pas encore les résultats, qui sont près de vague. Alors, les stratégies utilisées dans ces essais sont un petit peu différentes, mais par manque de temps, je ne vais pas entrer dans les détails, mais si vous avez des questions, notamment sur les différents vaccins qui ont été utilisés dans Mosaico, dont on vient d'apprendre qu'ils n'étaient pas efficaces, je pourrais y répondre. Mais globalement, il faut que vous compreniez que ce qu'on s'attendait à obtenir, c'est une protection avec l'induction du même type de réponse immunitaire que dans l'essai TAI. L'essai HVTN 702, qui était vraiment exactement le même type d'essai que l'essai TAI, mais évidemment toujours avec des petites modifications. Ce n'était pas le même taux de protéines, ce n'était pas les mêmes adjuvants, parce qu'on utilisait des adjuvants avec les protéines qui n'étaient pas tout à fait les mêmes. Enfin, globalement, le design était le même, qui a été fait en Afrique du Sud. Et bien, vous voyez, malheureusement, les courbes sont complètement superposables, groupe vaccin, groupe placebo, ça ne marche pas.
Les deux essais suivants, qui étaient Imbokodo et Mosaico, qui utilisaient pareil une combinaison de prime boost hétérologue avec un vecteur viral et des vaccins protéiques, qui les deux avaient été améliorés. Et là encore, je pourrais entrer dans les détails si vous le souhaitez, mais là, j'ai vraiment pas le temps de le faire si je veux aller au bout. Et ben, échec de d'Imbokodo et échec, on vient de l'apprendre il n'y a pas très longtemps, de l'essai Mosaico. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, euh, vous savez, très souvent, on dit, bon, bah, ça ne marche pas, on va laisser tomber. Il y avait cette stratégie dite d'induction des anticorps non neutralisants. On va laisser tomber, ça ne marche pas. On a fait 4 essais et on n'y est pas arrivé. Oui, mais on attend quand même les données immunologiques parce que si on regarde bien, et si vous regardez par exemple une comparaison entre l'essai HVTN 702 et l'essai RV 144 taille et l'induction, et c'est la seule donnée un petit peu immunologique que je vais vous montrer un petit peu, je dirais complexe entre guillemets, même si elle ne l'est pas, parce que je pense qu'elle est facilement compréhensible. Si vous regardez l'induction de ces fameux anticorps dont on pense qu'ils sont protecteurs, eh ben, vous voyez bien que quand on regarde les gens et qu'on les met en ce qu'on appelle en termes de tertiles, c'est-à-dire que plus les premiers tertiles, c'est les gens qui ont peu d'anticorps, deuxième, c'est ceux qui en ont moyen, et puis ceux qui en ont beaucoup, c'est le troisième. Et ben, vous voyez que dans l'essai RV144, qui est protecteur à 33%, ben, vous avez 33% des gens qui ont ces anticorps de manière très élevée. Dans l'essai HVTN 702, eh ben, vous avez personne qui a ces anticorps très élevés. Donc, on a bien des anticorps, mais à très faible taux. Donc, si HVTN 702 n'a pas fonctionné, c'est peut-être parce que ces anticorps sont pas protecteurs, mais c'est peut-être aussi parce que les vaccins qu'on a mis dedans n'étaient pas capables d'induire ces anticorps à des taux suffisamment hauts. Et donc, ça, c'est vraiment à l'heure actuelle des éléments de réflexion importantes parce qu'ils sont très souvent oubliés par certains commentateurs. Alors, quand même, il y a d'autres pistes et une piste dont on parle beaucoup à l'heure actuelle, c'est celle des anticorps neutralisants large spectre. Alors, c'est quoi ces anticorps neutralisants large spectre? Eh bien, c'est des anticorps qui sont capables qui sont capables, lorsqu'on les récupère chez un individu et qu'on les teste in vitro, ils sont capables de bloquer l'infection de virus au laboratoire par 90, 95, voire presque 100% des souches virales qu'on dispose au laboratoire. Ça veut dire qu'ils sont, a priori, vraiment capables de bloquer l'infection. Alors, ces anticorps, ils sont dirigés contre différentes parties de la protéine d'enveloppe du virus. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous l'ai mis simplement là, parce que si vous regardez les publications, si vous vous intéressez, vous verrez qu'on parle d'anticorps dirigés contre le site de fixation en CD4, contre la boucle V3, contre la partie de fusion, etc. Et comment on a appris à connaître ces anticorps? Ben, c'est en suivant des cohortes de sujets à risque aux États-Unis. Et ça, c'est je dirais la force des, de la recherche aux États-Unis, c'est qu'ils ont pu suivre à l'époque où on ne donnait pas, vous savez, comme on le fait maintenant, on traite dès qu'on découvre une infection par le VIH, quel que soit le stade de la maladie, on donne un traitement. Ce n'était pas le cas du tout à l'époque. Donc, on pouvait suivre les gens qui s'infectaient très précocement et regarder un petit peu l'évolution de ce qui se passait. Et on a vu apparaître chez des sujets ces anticorps neutralisants large spectre. Alors, malheureusement, les gens avaient une maladie qui continue à évoluer. Pourquoi? Parce que c'est ce que je vous ai expliqué au début de cette présentation. C'est que même si vous arrivez à contrôler 90% des souches, un individu donné à une telle diversité de souches qui est présente, que ça n'est pas suffisant à l'échelon d'un individu, ce qui est complètement différent à l'échelon d'une population. Alors, on a appris comment ces anticorps étaient générés chez les gens chez qui on a pu les isoler. Et c'est là où ça devient un petit peu complexe, parce qu'en fait, ces anticorps neutralisants large spectre, eh ben, ils sont différents des anticorps neutralisants large spectre qu'on peut trouver dans d'autres
dans d'autres infections virales. Et en fait, on s'aperçoit que c'est presque je dirais, un phénomène inhabituel, presque une erreur de la nature s'ils arrivent à apparaître, c'est-à-dire que le développement de ces anticorps est obligé à chaque fois de franchir des barrières qui sont quasiment considérées comme infranchissables lors d'une réaction immunitaire normale. Il faut qu'il y ait des précurseurs, des cellules qui présentent, qui vont produire des anticorps qu'on appelle les lymphocytes B naïfs, qui soient capables de reconnaître les premiers virus qui vont induire ces anticorps. Et la fréquence de ces cellules est extrêmement rare chez un individu donné. Et ensuite, il faut qu'il y ait une espèce de dialogue entre le virus et la, et la réponse immunitaire pour au final avoir ces anticorps neutralisant large spectre. Alors tout ça est compliqué. Pour autant, beaucoup d'équipes travaillent depuis très longtemps dessus et à essayer de franchir petit à petit toute la complexité de l'induction de ce type d'anticorps. Et on sait maintenant comment éventuellement on peut le faire. Il faut faire des vaccins très particuliers avec une répétition, non pas d'un seul vaccin qu'on répète plusieurs fois, comme le vaccin de l'hépatite B, mais des vaccins un petit peu différents, un peu modifiés à chaque fois, qu'on va administrer de façon séquentielle. Donc des choses assez complexes, mais qu'on commence à maîtriser. Alors, il y a quand même un point qui pose problème, c'est qu'on s'est dit, bon, bah, on a ces anticorps neutralisant le large spectre, et on va faire un petit peu comme ce qu'on a fait avec la Covid, hein, pour les gens qui ne répondent pas à la vaccination. On va utiliser ces anticorps en termes pour faire de la prophylaxie passive. C'est-à-dire qu'on va un peu de la PrEP avec des anticorps. On va perfuser ces anticorps, comme ils sont neutralisants au large spectre, à des gens qui sont évidemment à risque, mais qui ne vivent pas avec le VIH, pour prévenir l'infection. Il y a eu 2 grands essais qui ont été menés, et malheureusement, on a montré que en utilisant au moins un de ces anticorps, qui s'appelle VRCO1, eh ben, on n'arrivait pas à prévenir l'infection. Alors, on a réétudié évidemment ce qui se passait, et il y a des gens chez qui on arrive à prévenir l'infection, mais ceux chez qui on arrive à prévenir l'infection, il faut qu'ils aient des taux d'anticorps neutralisants circulants très élevés. Alors, une fois que et puis, dernière chose, et je vais passer rapidement sur cette diapositive, il existe à l'heure actuelle un dernier vaccin qui est un vaccin qui induit une réponse TCD8 très particulière développé par Louis Picker aux États-Unis, qui utilise un vecteur viral qui est dérivé du virus CMV. Et Louis Picker a pu montrer dans toutes les expériences qu'il a pu faire chez l'animal, il protège 50% des animaux à chaque fois, et quelle que soit la manière dont il essaye d'infecter ces animaux. Malheureusement, à l'heure actuelle, ce vaccin ne fonctionne pas chez l'homme. C'est-à-dire qu'avec son candidat vaccin, lorsqu'il fait des études d'immunogénicité chez l'homme, ça ne fonctionne pas. Alors, quelles sont les pistes une fois qu'on a dit tout ça? Elles sont en cours de discussion. Ce qui est clair, c'est que les binables, ça peut être intéressant, mais il faudra probablement induire plusieurs types de binables, et puis il faudra utiliser des plateformes, c'est-à-dire la manière dont on va apporter les protéines pour qu'elles induisent la réponse. Il va falloir utiliser des technologies nouvelles, notamment l'ARN messager qui pourrait être très intéressant, mais aussi d'autres stratégies qui pourraient être intéressantes pour améliorer l'immunogénicité des protéines qu'on apporte. Il faut évidemment développer des vaccins muqueux, parce que c'est bien d'avoir une réponse et de tester la réponse dans le sang, mais le virus, il rentre par les muqueuses, il rentre pas par le sang. Donc, et ça, pour l'instant, il manque encore de données là-dessus. Il faut probablement, et ça tout le monde est d'accord là-dessus, quasiment pour tous les vaccins contre les virus, il faut associer des stratégies qui induisent des réponses anticorps et des réponses T. Et puis enfin, peut-être que dans les essais cliniques, on ne vaccine pas les bonnes personnes. C'est-à-dire qu'on vaccine des adultes,
Et finalement, il n'est pas impossible que ces stratégies vaccinales, quelles qu'elles soient, marchent beaucoup mieux chez les enfants qui ont un système immunitaire beaucoup plus performant. Et vacciner les enfants pourrait les protéger pendant très longtemps. Donc, il y a des réflexions aussi là-dessus qui pourraient être intéressantes. Alors, pourquoi il faut continuer à rechercher un vaccin pour le VIH malgré toutes ces difficultés? Parce que il y a des pistes qui existent, même si elles sont complexes. Et si on regarde d'autres vaccins, enfin d'autres pathogènes pour lesquels il est très difficile d'avoir des vaccins, comme le palu ou la tuberculose, eh bien, on a des succès récents, même avec des vaccins qui peuvent sembler imparfaits, notamment ceux contre le palu. Ben, il y a quand même maintenant des vaccins contre le palu, donc on sait qu'on peut y arriver. Euh, Évidemment, on a des traitements maintenant qui sont très efficaces, à la fois pour la PrEP, à la fois pour le traitement, mais malgré ça, du fait des difficultés d'implémentation, du coup, on sait que ça va être très compliqué d'arriver à contrôler l'épidémie si on n'a pas un vaccin. Je ne dis pas qu'il ne faut pas évidemment utiliser tous les moyens qu'on a à notre disposition, on s'en fout, mais sans vaccin, ça va être très difficile et à mon avis, ça va être impossible de le faire. Et puis enfin, dernier point qu'il faut vraiment mettre en avant, c'est que si on a découvert si rapidement un vaccin contre la COVID-19, si on a fait des progrès très rapides pour la mise en place d'un vaccin contre Ebola, c'est parce qu'on avait beaucoup, beaucoup travaillé sur différentes stratégies avec un vaccin contre le VIH et on a fait améliorer, je dirais, toute la vaccinologie sur la description de nouvelles plateformes vaccinales, de la manière de faire de nouveaux immunogènes, la manière sur l'étude des réponses immunitaires, mais également sur la manière de faire des vaccins, de faire des essais cliniques. Il y a de nouveaux types d'essais cliniques qui sont mis en place, qu'on appelle de l'expérimental médecine, qui sont très pertinents dans le cadre d'un vaccin VIH. Et puis surtout, ce qu'on a vu, c'est une application très forte de la communauté, ici comme dans la prise en charge de la maladie de manière générale, mais aussi dans la vaccination. Et des structures comme AVAC aux États-Unis ont été très performantes pour mener à bien l'essai Mosaico. Alors malheureusement, il n'a pas été associé à du succès, mais on a pu mettre en place ces essais parce qu'on a été capable de mettre tout le monde autour de la table. Donc il faut continuer tous les efforts qu'on a faits et j'espère qu'on va finir par y arriver. Je vous remercie pour votre attention.